Madame, Monsieur, bonsoir. Éco-débat se déplace cette semaine au premier forum africain sur la sécurité routière, car l'insécurité sur les routes africaines saigne les économies du continent. Voici, bien sûr, et comme le veut la tradition d'éco-débat, l'édito. Ce soir donc, nous allons traiter d'un sujet qui blesse et tue par milliers chaque jour. Une vie humaine n'a certes pas de prix, mais l'insécurité routière coûte très cher aux économies des pays où elle fait rage. Et les décès dus aux accidents de la route touchent de manière disproportionnée les pays à faible revenu, mais aussi à revenus intermédiaires. En Afrique, par exemple, quand le compteur du nombre de véhicules qui circulent, en tout cas officiellement du moins, affiche seulement 2,3% de l'ensemble des véhicules dans le monde, notez que le quart des morts dus à la circulation routière sont enregistrés sur ce même continent. Estimation du coût, quelques 7 milliards de dollars. Difficile toutefois de mesurer le coût exact des dommages collatéraux de tels drames routiers, tant la collecte de data ou de données, si vous préférez, manque terriblement sur le continent. Si nous prenons par exemple la France, eh bien notez qu'en 2015, l'insécurité routière a coûté quelques 47 milliards d'euros, soit 2,2% du produit intérieur brut français. Plus de chiffres et plus de pertes. Selon la Banque mondiale, les pays qui n'investissent pas dans la sécurité routière pourraient perdre jusqu'à 22% de leur potentiel de croissance, et ce sur un quart de siècle. En étant moins catastrophiste, une réduction de 10% des morts sur les routes augmenterait le PIB réel par habitant de 3,6% en 24 ans. Bref, une action immédiate et surtout efficiente permettrait de booster la productivité et la croissance des pays, mais surtout, elle sauvera quelques 1 million de vies chaque année dans le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau, et je le rappelle, en marge du premier forum africain sur la sécurité routière ici à Marrakech, honneur aux dames pour commencer, Susana Zamatero, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes directrice générale de la Fédération routière internationale. Bienvenue sur le plateau de Média TV. Merci de m'avoir. Et puis pour représenter le Comité national de prévention des accidents de la circulation, le CNPAC, son secrétaire permanent, M. Benasser Boulajoul, bonjour. Bonjour, merci pour cette initiative. Et merci de nous recevoir. Tout le plaisir est pour moi. Et pour représenter également sur ce plateau le directeur du SSATP, le programme de politique de transport en Afrique, Ibou Diouf, bonjour et bienvenue. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Alors vu que ce forum se tient ici à Marrakech au Maroc, nous allons commencer bien naturellement par les chiffres au Maroc. Et une question peut-être assez globale avant d'entrer dans le vif du sujet des coûts, M. Boulajoul. Est-ce qu'il y a urgence aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui au Maroc, les accidents de la route sont sur une tendance baissière? Dans le domaine de la sécurité routière, il y a toujours une urgence. Du moment qu'il y a toujours des vies humaines, malheureusement, qui vont comme ça. À cause des actions de la circulation, je pense qu'il y a toujours urgence. Maintenant, dans la réalité des faits, au Maroc, nous avons quand même une stratégie nationale intégrée de sécurité routière qui s'est fixée un certain nombre d'objectifs. Je pense qu'il y a quand même une dizaine d'années que le Maroc fait d'énormes progrès. Il faut rappeler que les statistiques dont nous disposons aujourd'hui, par exemple pour 2017, elles correspondent à la même année pratiquement 15 ans auparavant, c'est-à-dire aux statistiques de 2001-2002. Et donc, entre 2001-2002 et 2017-2018, donc le parc automobile il a pratiquement doublé, la circulation routière, ce qu'on appelle le trafic routier, il a pratiquement doublé, et on a une certaine stabilité par rapport à cette date. Donc ça montre quand même qu'il y a une maîtrise de la sinistralité routière dans notre pays, et ça c'est grâce à la mise en place de 2 stratégies nationales intégrées de sécurité routière, la première qui a couvert la période 2003-2004-2013 et la seconde maintenant qui est en cours de mise en œuvre qui couvre la période 2017-2026. Et aujourd'hui, pratiquement pour les 2 dernières années, à partir de la date où on a commencé la stratégie nationale, donc on a fait 2% de baisse en 2017. Les statistiques provisoires dont nous disposons aujourd'hui qui correspondent aux 10 premiers mois de l'année 2018, ils donnent une baisse pratiquement de moins 3,45% pour le nombre de morts. Et si on la compare aussi par rapport à l'année sinistre, dans l'histoire des accidents de la circulation au Maroc, qui est l'année 2011, là on avait enregistré 4222 morts.
là, aujourd'hui, on a épargné à peu près, on a gagné à peu près plus de 700 vies humaines par année. Donc il y a un effort énorme qui a été effectué, mais moi je pense que la marge de progrès il est encore énorme. Et quand on se compare à l'international, et c'est l'objectif même de ce forum, quand on se compare à l'international, vous avez cité le cas de la France, je pense qu'on peut encore réduire le nombre de morts sur nos routes au moins par la moitié. Et c'est l'objectif même de cette stratégie nationale qui est actuellement en cours de mise en œuvre. Parce que vous êtes en ligne avec ces objectifs, M. Boulay-Joul? Bien sûr, mais on espère bien un petit peu augmenter la cadence, augmenter le rythme, préserver plus de vies humaines. Mais ça s'effectue justement à travers la mise en œuvre des différents volets de la stratégie nationale intégrée de sécurité routière et avec l'appui de l'ensemble des acteurs concernés. Aujourd'hui, pour réussir une stratégie, il faut avoir une véritable implication des différents acteurs, notamment les acteurs institutionnels. Quand on parle d'acteurs institutionnels, c'est pratiquement tout le secteur public, toutes les administrations publiques, les acteurs, les corps de contrôle, la gendarmerie, la police, la protection civile, la santé, pratiquement tous les acteurs concernés, y compris bien sûr tout le volet qui est chapeauté par le ministère de l'Équipement, Transport, de la Logistique et de l'Eau, mais également un autre pilier qui est extrêmement important, c'est les professionnels, c'est-à-dire les gens, l'intégration de la dimension sécurité routière au niveau du management interne des entreprises, parce que l'essentiel... Le secteur privé n'est pas assez impliqué aujourd'hui, M. Boulay-Joul. Il devrait être un peu plus impliqué. On essaie d'impliquer, vous l'avez évoqué dans votre préambule, justement, c'est aujourd'hui, il faut arriver à convaincre les entreprises que l'investissement au niveau de la sécurité routière peut être porteur. Et aujourd'hui, c'est un grand chantier chez nous. On travaille. Il y a des entreprises, heureusement, il y a des entreprises qui ont une expérience extraordinaire en termes de management à travers la formation, à travers le recrutement, à travers les conditions salariales, donc c'est-à-dire des employés, mais à travers également l'intégration des nouvelles technologies au niveau de la gestion de la circulation au niveau des entreprises. Donc tous ces volets-là, donc on les prend comme exemple, et ils sont nombreux ici au niveau de ce forum. Donc on les utilise comme exemple pour booster, pour donner les bonnes pratiques des choses qu'on peut faire dans les milieux professionnels. Mais il y a un volet, le troisième triptyque, donc pour faire la boucle, c'est la société civile. La société civile, il joue un rôle extrêmement important. Il a un rôle de facilitateur. Il nous permet, nous, en tant qu'institutionnels, de se décliner et d'atteindre le niveau le plus reculé au niveau du territoire, parce qu'on est administration, on ne peut pas être au niveau des douars, au niveau des quartiers. Ce rôle peut être joué par la société civile et on est fiers d'avoir également au niveau national, on est arrivé à créer, durant les 4-5 dernières années, plus de 60 associations spécialisées dans le domaine de la sécurité routière qu'on appuie annuellement, financièrement, techniquement et logistiquement, bien sûr, dans le cadre d'appels à projets qu'on lance annuellement. On dédie 5 millions de dirhams qu'on dédie aux associations chaque année, qu'on encourage des projets justement dans le domaine de la sécurité routière. Et il y a d'autres associations, même s'ils ne sont pas spécialisées, mais qui s'intéressent qui s'intéressent à l'environnement, à l'éducation, à la culture, mais elles travaillent aussi au niveau de la sécurité routière. Nasser Boulay-Joul, alors juste avant de passer au reste de mes invités, combien ça coûte l'insécurité routière aujourd'hui au Maroc? J'ai évoqué dans mon édito quelques chiffres, n'est-ce pas, qui concernent notamment la France. On parle de 2,2%, la Banque mondiale qui évoque même 22% dans des pays, je citerai par exemple l'exemple de la Thaïlande, si rien n'est fait. Mais aujourd'hui au Maroc, combien ça nous coûte l'insécurité routière? Alors, les évaluations du coût socio-économique des accidents de la circulation de manière générale, dans n'importe quel pays, c'est parmi les études les plus complexes. Parce que pour avoir une bonne information, une bonne estimation, il faut avoir un très bon système d'information. Et quand je parle de bon système d'information, ça ne concerne pas uniquement les données des accidents de la circulation, mais pratiquement de tous les acteurs qui sont dans la chaîne, qui interviennent au niveau de la chaîne des accidents de la circulation. Donc aujourd'hui, dans l'incapacité peut-être d'avoir ce système d'information performant qui est à même de nous donner des véritables estimations. Généralement, on fait ces calculs, donc on fait des estimations. Oui. Alors les estimations, il y a différentes méthodes, ce qu'on appelle la méthode de prédisposition à payer, de willing to pay, qui est très connue au niveau mondial, mais qui porte énormément de faiblesses. C'est une étude qui, aujourd'hui, au niveau national, on les estime autour de 2%, et justement, à peu près de 16 à 17 milliards de dirhams annuellement qu'on perd à cause des accidents de la circulation. Et justement, du moment que vous avez évoqué l'OMS et la Banque mondiale, le dernier rapport de l'OMS, il fait référence pratiquement
à entre 3 et 5%, donc pratiquement pour chaque pays de perte annuellement. 3 à 5%, 5 à 7%, plutôt 3 à 5%, donc c'est vraiment énorme. Et ça pèse énormément sur le niveau de développement des pays. Aujourd'hui, dans des pays comme le Maroc ou bien le reste des pays au niveau du continent, moi je pense qu'on a énormément besoin de ces ressources, de ces ressources justement pour se développer, pour booster un petit peu la chaîne de développement dans nos pays. Mais il y a un volet, madame, qui est très important et sur lequel j'aimerais bien insister. Moi, je pense, quelles que soient les méthodes de calcul qui concernent l'estimation de ce qu'on appelle le coût socio-économique des actions de la circulation, il n'y a aucune méthode qui peut me calculer ce que ça représente la disparition d'un enfant pour une maman, ou bien d'un papa pour un enfant, etc. Donc, vraiment, les actions de la circulation, it's not only about statistics, ce n'est pas uniquement des statistiques, mais c'est des malheurs, c'est des chagrins, c'est des souffrances. Je pense que c'est le volet dramatique de ce sinistre qui ronge nos sociétés africaines. Susana Zamataro, avant que nous commencions cette discussion dans le cadre de cette émission Eco-Débat, vous avez évoqué un point très important. Pendant que je vous présentais un peu la thématique, c'est difficile de parler de coûts quand il y a des vies humaines en jeu. Et vous avez dit c'est là où ça a fait bouger. Pourquoi selon vous ? Parce que c'est la sécurité routière en fait a vraiment galéré avant de pouvoir arriver sur l'agenda politique. Et c'est grâce à des forums comme celui-ci qui est organisé ici au Maroc en ce moment qu'on a réussi à porter la thématique sur la table. Tout simplement, on ne se rend pas compte. La sécurité routière est la cause numéro 1 de morts parmi les jeunes, surtout dans les pays en voie de développement. Donc on est en train de tuer la prochaine génération sans se rendre compte. Exact. Donc si on parle là au niveau des coûts, vous avez immédiatement une idée de qu'est-ce que ça représente. Il n'y a pas de futur sans les jeunes. Et en Afrique, 80% de la population est constituée de jeunes. Donc on est en train de tuer un continent sans le réaliser. Malheureusement, parce que dans nos sociétés d'aujourd'hui, tout a un coût et il faut mettre une étiquette et un prix à tout ce qu'on fait, c'est justement où on a développé ces méthodologies pour pouvoir commencer à calculer le coût d'une vie ou la willingness to pay, donc en fait cette estimation de quelle est la valeur de la vie qui, moi, ça me donne un peu la chair de poule, rien qu'en le mentionnant, en étant une maman aussi. C'est pas évident, oui. C'est pas évident, mais c'était un passage fondamental pour pouvoir vraiment mener la question sur la table. Elle est fortement sur la table, comme je disais, grâce à ce genre d'initiative, grâce au fait que le secrétaire général des Nations Unies a aussi donné le mandat, donc un special envoy, un envoyé spécial des Nations Unies dans la personne de M. Jean Todt, qui a utilisé son réseau, qui est un réseau important, mais je dois dire aussi sa passion. C'est un homme qui est extrêmement passionné et qui a fait vraiment la tournée du monde, ministre par ministre, que ce soit des ministres des Transports ou de la Santé ou des Finances aussi, parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect financier. Et il a pu vraiment porter la question fortement sur la table. L'évolution de tout cet engagement, parce que les actions sont toujours liées à des questions financières et économiques. Et on a toujours dit qu'on n'a pas suffisamment de ressources pour pouvoir faire les actions, entreprendre les actions qui sont nécessaires pour résoudre le problème. Le résultat a été aussi la création et le lancement en avril de l'année passée, en 2017, à New York, ou cette année, je ne sais plus maintenant, d'un fonds des Nations Unies pour la sécurité routière qui commence à faire ses débuts maintenant. Combien de budget dispose ce fonds? Nous parlons chiffres, madame. Nous parlons chiffres. Je pense qu'actuellement, les commitments sont aux alentours de 15 millions. 15 millions de dollars. Ça peut sembler beaucoup, c'est très peu par rapport à la tâche. Mais moi, ça ne m'a pas semblé beaucoup en tout cas. Non, c'est juste le début. On est vraiment à la phase, le fonds commence à fonctionner maintenant. Dans quelques jours, on sera tous à Genève justement pour avancer dans la définition de la gouvernance et des procédures. Et je pense que les premiers projets vont partir d'ici début d'année prochaine, justement pour commencer à montrer la voie. C'est ce qu'on essaie de faire. Il y a
Moi, je pense que c'était dans une présentation que j'ai donnée hier, j'avais un point un peu polémique. J'ai dit, lack of fund, est-ce que c'est vraiment est-ce qu'on manque vraiment de ressources? J'ai mis ça avec un point d'interrogation. Ou c'est la gouvernance peut-être de ces ressources? Exactement. Moi, je pense qu'il y a suffisamment de ressources. Le problème, c'est qu'on ne l'utilise pas d'une façon stratégique en ce moment. Quand vous parlez de façon stratégique, c'est qu'on finance beaucoup de petits projets sans une vision d'ensemble. Il y a, je l'ai dit hier très très fort dans mon discours, j'ai souligné l'aspect du partenariat, de la collaboration. C'est donc important que des événements comme ce forum le soulignent directement avec l'action d'amener les gens. Parce que malheureusement, on travaille encore trop souvent chacun dans notre coin. Pour différentes raisons, parce que les financements sont aussi saucissonnés avec différentes institutions, donc il nous manque parfois cette vision d'ensemble. Je vois que M. Diouf acquiesce, et c'est le cas aujourd'hui pour les pays africains. Je sais que nous ne pouvons pas parler, bien sûr nous parlons d'un continent uni, fort heureusement, mais chaque pays a sa spécificité finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut poser, est-ce que ça freine aujourd'hui cet aspect de collaboration entre les pays, différents pays africains pour mieux mettre, en tout cas pour mieux lutter, n'est-ce pas, contre ce fléau des accidents de la circulation? Merci Madame, je souscris effectivement à ce que mes collègues ont partagé tout à l'heure en termes de déclaration. Mais c'est vrai, la collaboration peut être soutenue, elle peut être accrue, mais elle existe quand même. Elle existe. Il y a des plateformes et je prendrai l'exemple du programme que je dirige qui n'est rien d'autre qu'un partenariat international au sein duquel on a les pays africains, les partenaires au développement qui sont intéressés par les questions de transport, donc de sécurité routière, l'Union africaine, la communauté économique de l'Afrique, les communautés économiques régionales du continent, mais également la société civile et les professionnels du secteur du transport. Quand vous faites le tour, vous verrez qu'on a pratiquement ratissé large. Tous les acteurs qui sont concernés par la question sont dans ce partenariat. Et dans ce partenariat, nous avons 3 axes stratégiques. La mobilité urbaine, l'intégration régionale et la sécurité routière. Et justement, au sein de cette plateforme qui est inscrite dans le pilier sécurité routière, nous essayons, au-delà même du partenariat classique existant dans le programme, de travailler en étroite collaboration avec des structures comme la Fédération routière internationale, avec la Fédération internationale des transports, avec des organisations nationales comme le SENPAC, qui a été l'initiateur de cette collaboration avec le ministère des Transports du Maroc. Donc cette plateforme de collaboration existe, mais elle peut être améliorée. Et je comprends tout à fait quand Suzanne a dit que les ressources existent, mais ne sont peut-être pas, disons, utilisées de façon stratégique. Il faut qu'on arrive, la sécurité routière, M. Boulojul l'a dit, est une question holistique. Elle ne peut être traitée que de façon systémique et de façon holistique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut à la fois prendre en compte les acteurs du secteur du transport intrinsèque, mais travailler en étroite collaboration avec des départements comme le ministère de l'Éducation. Elle a parlé de génération. Travailler à une génération, c'est travailler à l'éducation des enfants. Donc l'introduction de la prévention routière à l'école. Elle a parlé de santé. Les accidents, on a beau prendre des mesures, à un moment donné, on va devoir faire face à des accidents, il faut les prendre en charge. Donc les questions de collaboration avec la santé pour la mise en place de centres de secours, de premiers soins, mais également de prise en charge des accidents graves. Est-ce que vous évoquez ce point de transversalité, comme l'évoquait M. Boulajoul un peu plus tôt, une transversalité des efforts entre différents départements finalement. Vous parlez de pôle ici, vous mettez, enfin en tout cas vous accompagnez les États à mettre en place des politiques, n'est-ce pas, publiques, notamment en matière de transport. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas cet aspect qui manquerait peut-être, c'est une supposition de ma part, de transversalité des efforts, c'est-à-dire c'est tous ces départements, on parle du ministère des Transports, de l'Éducation, est-ce qu'il y a un effort commun? Est-ce qu'on travaille ensemble, au-delà des pays? Oui, et c'est le sens de l'appui que nous, on apporte aux États. Je disais tout à l'heure que ce programme est un programme axé sur l'élaboration des politiques, des stratégies et le renforcement des capacités.
Et justement, dans l'élaboration des documents de politique, nous essayons de rassembler l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, les axes d'intervention au niveau du pilier sécurité routière au sein du programme SSATP, c'est quoi? C'est à l'élaboration des stratégies de voir dans quelle mesure la stratégie nationale prend en compte une vision à moyen et long terme, donc une vision structurelle, mais comment elle prend en charge également ce que j'appelle les mesures correctrices pour corriger les dysfonctionnements qu'on a déjà enregistrés. Au même moment, elle essaie d'initier des plateformes de collaboration entre les différents acteurs qui sont concernés. Et tout ça est décliné au niveau national, mais également au niveau local. Nous avons initié aujourd'hui une stratégie, une assistance aux villes. On a commencé avec Addis Ababa. Là, je vous cite un exemple, parce que c'est un exemple d'intégration mobilité sécurité routière qui a permis, pendant que les accidents de façon globale augmentent au niveau national, celles d'Addis Abeba ont connu une décroissance extrêmement importante dans une période de 18 mois. Nous sommes en train d'assister la ville d'Accra pour élaborer une stratégie locale, donc au niveau de la ville, dans le but effectivement d'avoir une inflexion des accidents de la route également. Donc cette collaboration existe. Et tout à l'heure, je faisais remarquer que la collaboration que nous avons avec les différentes institutions et qui est à l'origine justement de l'organisation de ce forum, notre but est que chaque fois qu'il y a une initiative qui agit dans un domaine qui correspond à notre domaine d'intervention, au lieu de disperser les forces et d'organiser séparément des événements, on combine nos moyens pour organiser ensemble un événement. Puisque vous parlez de combination de moyens, Monsieur Pouliajoul, qu'en est-il de la coopération africaine en termes de sécurité routière? Est-ce que ce forum, le premier du genre, sur la sécurité routière, organisé ici au Maroc, forum africain, ça a tout son sens? Et comment aujourd'hui le Maroc collabore-t-il avec ses pays voisins en termes de lutte contre l'insécurité routière? Moi, je pense que notre pays, quand même, il est très ouvert sur l'ensemble du reste du monde. Moi, en tant que personne, je préside la Prévention routière internationale, qui est une organisation qui regroupe plus de 59 pays à travers le monde. Mais également, on a énormément de relations avec d'autres pays. Et je pense que l'initiative qui a été lancée, comme a été évoquée par M. Ibo, justement d'organiser ce forum, le fait d'avoir aujourd'hui 46 pays africains, donc ça, sans parler des 75, on a 75 pays qui participent au niveau de ce forum, donc 46 pays africains. Donc ça montre effectivement le niveau d'importance qui sont donnés à ce genre d'initiative. Mais j'aimerais bien rebondir par rapport à un aspect qui était évoqué par M. Ibo concernant la sécurité routière au niveau des villes. La sécurité routière, c'est une affaire locale aussi. Donc aujourd'hui, c'est bien d'avoir des stratégies sur le papier, là on a une vision, mais si on n'a pas l'implication des acteurs locaux, parce que l'accident survient dans une rue, dans une route, dans une localité déterminée. Donc il faut qu'on ait l'implication des acteurs locaux. Et je pense que c'est l'un des challenges aujourd'hui dans n'importe quelle stratégie, c'est comment arriver à convaincre tout d'abord les acteurs locaux de s'imprégner de cette culture sécurité routière pour qu'ils l'intègrent dans leur management quotidien des affaires locales. Concrètement, parce que quand on parle de décideurs politiques et accidents de la route, on a du mal à visualiser un peu les ministères compétents. Oui, oui. Selon les pays, ça peut être le ministère des Transports ou le ministère de l'Intérieur parce que c'est fortement lié à la police, donc la réglementation de la circulation. Les ministères des Finances parce qu'il y a toujours un aspect économique et puis ça dépend des pays. Ça peut être des pays, non pas, c'est pas vraiment la compétence de transport, mais ministère des œuvres publiques, comment on dit ça, Public Works. Je dirais que quand on parle de volonté politique, c'est pour pointer un peu le rôle de l'action publique en réalité. Et quand on dit action publique, c'est plusieurs départements. Lorsqu'on parle de définir une politique, une lettre de politique, c'est le ministère chargé des Transports. Et c'est ce ministère qui doit prendre en charge la question et collaborer avec les autres départements pour refléter les aspects sectoriels de ces départements dans la lettre de politique. Le ministère des Transports, il gère les routes, il gère la circulation des véhicules, il gère l'accès à la profession, la délivrance de permis. Mais ce n'est pas lui qui envoie la police pour faire exercer la réglementation.
ce n'est pas le ministère qui gère les écoles pour dire intégrer l'éducation routière ou la prévention routière à l'école. Ce n'est pas le ministère qui décide de où on doit placer au centre de santé, alors que tout le monde sait que la question de la prise en charge des premiers secours est déterminante dans la suite en termes d'évaluation des décès. Donc c'est ce rôle de coordination qu'a le ministère des Transports, mais il n'est pas le seul responsable au niveau de l'action publique. Alors, ce que je vous propose justement, c'est qu'on revienne à la discussion juste après cette pause, messieurs, madame, et notamment sur ce point d'infrastructure, parce que ça compte beaucoup pour non seulement pour plus de sécurité routière dans notre continent, mais aussi afin de booster un peu ce commerce intra-régional tellement cher, notamment à nos gouvernements, mais aussi à nos peuples en Afrique. On retrouve la discussion juste après cette pause. Merci à tous de rester avec nous. À tout de suite. Bonsoir à nouveau et bienvenue sur Éco-Débat pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Éco-Débat s'est donc déplacé au premier forum africain sur la sécurité routière qui se tient ici à Marrakech. Alors, juste avant la pause, nous avons évoqué en compagnie de mes invités cette question primordiale qui concerne la gouvernance et notamment comme pilier central en ce qui concerne les politiques publiques pour la lutte contre les accidents de la route. Je souhaiterais faire intervenir Benasser Boulajoul justement sur cette question et en ce qui concerne la stratégie nationale de lutte contre les accidents de la circulation. Justement, cette question de gouvernance est extrêmement importante. C'est bien d'avoir des stratégies sectorielles ou bien des plans d'action sectoriels, mais si la sécurité routière n'est pas placée dans l'agenda du gouvernement et vraiment au niveau le top le plus élevé dans n'importe quel gouvernement, dans n'importe quel pays, vous ne pouvez pas créer de la valeur ajoutée au niveau de la sécurité routière. Les études montrent, c'est vrai, que le facteur humain est responsable à près de 90%, et ça c'est vrai, mais l'erreur elle est humaine. Donc charge à l'État d'offrir un système qui prend en considération cette erreur humaine. Donc, c'est comment offrir un système qui est indulgent même par rapport à l'erreur humaine. Et je pense qu'aujourd'hui, l'expérience internationale montre que si la sécurité routière est placée au cœur de la politique publique de manière générale dans n'importe quel pays, on peut avoir justement de véritables stratégies, des stratégies qui préservent des vies. Parce qu'au niveau de la sécurité routière, on a besoin de prendre des décisions. Décisions en ce qui concerne la législation, des décisions en ce qui concerne les moyens financiers, parce que la sécurité routière, c'est des moyens, c'est l'objectif même de cette émission. La sécurité routière, il faut investir dans la sécurité routière, il faut investir dans l'infrastructure, il faut investir dans l'achat des équipements de contrôle, il faut investir dans les nouvelles technologies, il faut investir dans l'éducation, et ça, c'est dans la formation, etc. Donc tous ces éléments-là, donc ça demande vraiment une décision au plus haut niveau de l'État. Donc c'est pour ça que le niveau de gouvernance, le niveau de la sécurité routière ou bien le niveau de la prise en charge de la sécurité routière dans n'importe quel pays dépend énormément de le niveau d'engagement du gouvernement, vraiment au niveau le plus élevé de l'État. Combien ça nous coûte par an, justement, tout cela? Combien ça coûte pas en coût, en tout cas pour l'insécurité routière, mais justement pour plus de sécurité routière. Le Maroc, il investit lourdement au niveau de la sécurité routière. On investit dans pas mal de projets, par exemple, rien que pour les routes. Donc le Maroc, comme vous pouvez le constater, en 2003, on avait moins de 500 km d'autoroute. Aujourd'hui, on est à 1800 km d'autoroute. On a investi, on a à peu près 700 km de voies express. Donc on a le programme national PNRR1, le programme national des routes rurales, PNRR1 et PNRR2. On investit dans l'éducation, on investit dans la communication, à peu près plus de 100 millions de dirhams annuellement au niveau de la communication. Rien qu'au niveau de l'acquisition des radars, le ministère a lancé un appel d'offres qui est en cours d'adjudication, qui consiste à acheter plus de 550 unités radars fixes. Et ça coûte énormément d'argent. Nous, au niveau du CNPAC, on a investi cette année 80 millions de dirhams pour la sécurité routière. Donc la sécurité routière, c'est un investissement, c'est des moyens financiers qu'il faut engager. Et pour engager ce niveau de financement, c'est une décision politique qu'il faut prendre au niveau le plus haut du gouvernement. Au niveau national, nous avons ce qu'on appelle le comité interministériel de sécurité routière, donc qui entérine en quelque sorte les stratégies qui sont préparées et qui met les moyens financiers et qui engage justement les ressources aussi bien humaines que matérielles pour la mise en œuvre de ces stratégies. Donc la sécurité routière, il est intimement lié au niveau de prise en charge, au niveau vraiment le plus haut sommet de l'État. Très bien. Je me tourne, justement, puisque vous parlez de gouvernement, je me tourne vers Ibou Diop. Donc vous êtes directeur, je le rappelle, du programme de politique de transport en Afrique.
Et ça m'a échappé de vous poser la question tout à l'heure, en première partie d'émission. Combien ça coûte à l'Afrique, l'insécurité routière? On a évoqué quelques chiffres en début de cette émission, mais combien ça coûte? Vous avez des chiffres aujourd'hui? Vous disposez de chiffres au niveau de votre institution? Oui, madame, je pense qu'on est resté sur des pourcentages du PIB qui parlent certainement à des économistes. Quand on vous dit on perd entre 3 et 5% du PIB, il faut d'abord connaître le PIB. Oui. Mais si je vous dis que le coût annuel estimé aujourd'hui de l'insécurité routière au niveau mondial est de près de 520 milliards de dollars. Annuellement dans le monde. Et qui correspond à quel PIB plus ou moins? Qui correspond exactement au PIB du Nigeria. Du Nigeria. Alors, quand on vous dit que le Nigeria est un des géants de l'Afrique, perdre annuellement le PIB du Nigeria, ça vous parle. La deuxième chose que je voudrais évoquer sur ce chiffre-là, c'est que quand on regarde l'Afrique et sa part dans les accidents, il est estimé à un minimum de 25% qui revient à l'Afrique dans ces 520 milliards. Alors que l'Afrique n'en demande pas autant quand on sait les besoins en ressources pressants sur les ressources publiques au niveau des différents États. Mais vous, quand vous parlez, parce que M. Boulay-Jules a parlé que ce soit pris en charge par les plus hautes instances d'un État, est-ce que vous, quand vous négocier, on va dire, avec ces États, avec ces gouvernements africains? Est-ce que la tâche vous est facile? Est-ce qu'on comprend qu'il faut investir là-dedans? Bien sûr, nous parlons du public et notamment en infrastructure. Mais écoutez, vous avez tout à fait raison. Vous savez, la particularité d'un partenaire au développement comme la Banque mondiale, c'est que nous accompagnons les pays dans leur programme de développement. Cela veut dire que ce sont les pays qui définissent leurs priorités et demandent et sollicitent l'accompagnement de la Banque mondiale pour le financement de leurs priorités. Ce que nous apportons comme, je dirais, mesure d'accompagnement, c'est que nous disons aux pays, à chaque fois que nous sommes disposés et nous avons un accord pour vous accompagner dans un investissement, nous souhaitons qu'il y ait un volet qui accompagne la question de la sécurité routière. Très bien. Aujourd'hui, nous avons dans le portefeuille des projets actifs environ 900 millions de dollars qui est consacré à la sécurité routière. Et en Afrique? En Afrique. Et l'objectif que nous avons avec un nouveau plan de référence qu'on a évalué qui s'appelle le plan cadre de lutte, d'amélioration des dispositions environnementales et sociales, c'est un plan qui ambitionne, dans les 5 prochaines années, d'investir environ 2 à 2,5 milliards de dollars dans le domaine de la sécurité routière à travers les projets que nous finançons pour accompagner les différents pays. C'est vous dire qu'au niveau Banque mondiale, la question de la sécurité routière est prise de façon assez sérieuse et nous travaillons étroitement avec les États pour qu'elle soit inscrite au titre de chacun des projets de transport que nous finançons. Alors, Susana Zamataro, oui bien sûr, si vous voulez rebondir, et puis surtout qu'on parle de cet état des routes et combien il y a un gap à financer en ce qui concerne les infrastructures en Afrique. Mais je suppose que vous voulez rebondir sur... Je voulais rebondir sur ce qu'il dit et ça revient un peu au début de notre discussion sur l'importance de la coordination, de la collaboration. Les résultats qui viennent d'être mentionnés, le fait que la sécurité routière fait partie, nous les juristes, on aime bien dire les conditionnalités qui viennent avec les projets, mais il y a une espèce de contrôle ou de clause. Conditionnalité, c'est-à-dire si vous voulez qu'on vous débloque, il faut que ça réponde à certains critères. Il y a des critères. Enfin, on parle en toute simplicité. On simplifie, Monsieur Diouf. Je me permettrai de rectifier parce que nous n'avons plus de conditionnalité à la Banque mondiale. Il n'y a pas de conditionnalité. Il n'y a pas de conditionnalité. Mais il y a des critères. En tout cas, proprement dites. Ça peut être un peu contourné avec d'autres termes. Des critères. Nous suggérons, lorsque nous finançons, que cette question soit prise en compte. Et on a des éléments. C'est pour le bien de la population. Et on a des éléments qui permettent de convaincre les États. Parce qu'on parle d'économie, comme vous dites, on leur met les chiffres sur la table. Vous allez voir n'importe quel ministre des Finances. Je prends l'exemple du Sénégal, puisque là, je suis sénégalais, je peux en parler. Lorsqu'il s'est agi d'évaluer le coût de la congestion, on l'a mis sur la table que ça vous coûte 108 milliards, 2% de votre PIB. Il a reculé sur sa chaise, il a dit, mais là, on doit en parler. Voilà, donc ça implique, ça fait plus d'implication. Je vous laisse finir peut-être votre idée. Justement, on arrive à ce genre de résultats grâce à une collaboration qui se fait au niveau international. J'ai l'honneur et la chance d'être la chairperson, la présidente
groupe de travail infrastructure dans le cadre de la UNRSC, le groupe de la collaboration des Nations Unies sur la sécurité routière. Et j'ai souvenir de comment c'était difficile de mener ces discussions sur la table, le rôle que des banques où chacun, les uns et les autres, peuvent avoir justement, pas d'en mettre les conditionnalités, mais d'accompagner la réflexion de certains pays quand il s'agit de la sécurité routière. Donc ça vous donne, si vous voulez, un exemple concret de comment la collaboration, même des forums comme celui-ci, se traduisent après concrètement au niveau opérationnel dans les projets. Aujourd'hui, on fait on conduit une autre bataille, un nouveau morceau de travail au niveau international, c'est justement de définir, mis à part les targets, mais aussi des indicateurs pour accompagner justement les pays dans cette... Mais si vous manquez de données, vous le disiez tout à l'heure, est-ce que c'est facile d'établir ces indicateurs? Déjà, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on cherche. Voilà. On cherche moins de morts sur les routes déjà, détrompez-moi. On est dans la phase de définir, ça c'est les priorités, ça c'est les targets qu'on s'est fixés, comment on mesure. Donc on a décidé quels sont les indicateurs sur la base desquels on va mesurer. La troisième étape, ça sera commencer vraiment à collecter, ou renforcer encore les efforts pour qu'on puisse collecter ces données correctement. Très bien. Quand on passe au secteur d'infrastructure, un des résultats concrets au niveau opérationnel sur les terrains, et je parle des chantiers, c'est que quand il y a un projet de route qui coûte maintenant des millions, il y a plusieurs États qui demandent maintenant un audit obligatoire, au moins à la phase du design, donc de la conception du projet. Oui. Nous, au niveau international, on suggère de le faire au moins 2 fois, au niveau de la conception et 1 année après l'ouverture de la route. Parce qu'un autre mythe qu'on a dans notre secteur de l'infrastructure, dont l'IRF, c'est le DNA de la fédération, ce n'est pas parce qu'on suit les manuels de construction ou tous les guides que le projet va forcément donner 100% de sécurité. Même au moment de la réalisation. De la réalisation 100%. Donc il faut rester toujours... un audit permanent. Un audit permanent. Avant, au moment et après. Très bien. Dans l'idéal, c'est à 3 stades. Un minimum, il faudra le faire. Voilà. C'est avec cette collaboration qu'on arrive du très haut du président, parce que pour revenir à la discussion de tout à l'heure... Sur la gouvernance. Sur la gouvernance, en France, c'est le cas typique qu'on peut mener sur la table. Une situation catastrophique au niveau des accidents de la route, c'est ce moment où le président lui-même a décidé que ça allait changer. Ils ont obtenu des résultats... C'était le président Jacques Chirac. Jacques Chirac. En 2003. Des résultats mais formidables, absolument formidables. C'est pas qu'ils ont investi, oui, ils ont investi un peu plus, mais c'est encore une fois, on revient à l'idée de l'approche systémique. Le président a décidé, tout le monde s'est coordonné. Alors, en parlant de tout le monde, on parle d'infrastructures, j'aimerais parler de financement de ces infrastructures. Et il y a ce triple P, le PPP, partenariat public-privé, qui est très très en vogue en ce moment, on en parle beaucoup. Mais concrètement en Afrique, est-ce que le secteur privé est impliqué dans ces investissements dans l'infrastructure qui, on le sait tous, non seulement est porteur à long terme en ce qui concerne leur investissement, mais aussi en ce qui concerne booster la croissance. Et vu que le thème d'aujourd'hui est la sécurité de la route, est-ce qu'aujourd'hui c'est une réalité ou c'est juste que c'est un terme qu'on utilise un peu parce que ça fait joli pour faire des présentations? Je pense qu'on pourrait tenir une émission à part, rien que pour parler des partenariats publics-privés. En résumant. Les intentions sont bonnes. La traduction au niveau opérationnel est un peu plus compliquée que ça pour différentes raisons. Et il y en a des deux côtés, dans le sens où il y a souvent des gouvernements qui s'attendent déléguer à travers des systèmes de PPP tous les risques dans certains projets, et c'est des projets à des billions, c'est des milliards et plusieurs dizaines de milliards. De passer le risque d'un projet complètement ou totalement sur le secteur privé. Ce n'est pas ça le but des PPP. Ça doit être vraiment un partnership, c'est un partenariat. Et c'est là en ce moment où on a toujours des problèmes. Et ce n'est pas seulement le cas de l'Afrique. On a galéré longtemps en Europe et on galère encore en Europe sur certaines choses parce qu'il y a cette mauvaise conception du PPP de passer le risque à la contrepartie. Ce n'est pas ça le cas. Le principe est de trouver la bonne répartition du risque de manière que chacun puisse amener sa compétence
et prendre ses responsabilités. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, et je pourrais en parler largement sur l'Italie, l'État doit prendre ses responsabilités. On l'a vu sur les drames exactement, il y a dus justement à la vétusté de certaines infrastructures responsabilités qui sont propres de l'État et qui doivent rester dans l'État. Le secteur privé vient avec une compétence de gestion qui souvent manque à l'État pour différentes raisons, une compétence au niveau de la gestion financière des projets et oui, du management. Du management plus que du financement. Alors, Ibou Diop, j'ai senti que vous voulez réagir là-dessus. Oui, sur le PPP, je dirais que je partage parfaitement son point de vue. La question du PPP, c'est que le problème surgit lorsqu'on en fait une panacée. J'ai souvent, quand j'interviens dans des forums, j'ai l'habitude de tracer une droite et de mettre le premier P au début et de mettre le dernier P à la fin, dans les deux P. Il reste le troisième P. Et ce P-là, c'est ce qu'on appelle partenariat. Parce que le premier P, il est public, le dernier P, il est privé. Et le P du milieu, c'est le partenariat. C'est où est-ce qu'on met le curseur de ce partenariat. Très bien. Et c'est justement en fonction de la situation de risque pays et de risque projet qu'on analyse les deux. Et nous avons aujourd'hui à la banque lancé une idée qu'on appelle Maximizing Finance for Development. L'idée, c'est justement de sortir un peu de cette connotation qui était un peu colorée du PPP et d'injecter une nouvelle réflexion en disant oubliez le PPP dès le départ. Mettez-vous à dire j'ai un projet à financer, l'État n'a pas assez de ressources, je veux que le privé finance. Mais pour que le privé finance, qu'est-ce qu'il lui faut? Et on fait l'exercice en compte à rebours. Le projet est totalement viable, mais c'est l'environnement institutionnel, l'environnement économique, l'environnement politique qui est risqué. Quelles mesures je dois prendre pour que ces mesures soient, disons, risques soient atténués, pour que le privé vienne? S'il n'y a que ça, ben on le fait et le privé arrive. Quelquefois, on a traité toutes ces questions, il y a encore un risque qui est là. Est-ce que je peux mettre en place un système de garantie? Les mécanismes existent, il y a des garanties multilatérales. En Afrique notamment. Le risque de change, par exemple. Oui. Vous êtes dans un pays donné qui a un risque de change élevé, le privé va dire, le privé international en tout cas, j'ai des ressources, mais le risque de change. On garantit le risque de change. Il y a des élections qui approchent, pour ce pays-là, c'est vrai, le projet est intéressant, mais il est risqué. Je garantis le risque politique. Si tout ça est réglé, mais malgré tout, le projet n'est pas toujours financièrement viable, parce qu'il manque un déclencheur. Parce que ça existe des fois. Dans le marché a besoin d'être boosté. Et c'est la puissance publique qui le fait. Le privé ne va jamais le booster. Donc on déclenche par le public. C'est-à-dire on subventionne le projet pour une période, pour déclencher l'appétit du privé. Le privé entre dans la danse et l'État se retire. C'est ça le PPP. Malheureusement, on ne prend pas la pédagogie nécessaire dans les projets lorsqu'on les prépare pour y arriver. À travers l'aménagement d'infrastructures, une infrastructure normée, on peut obliger ou bien avoir le comportement qu'on veut, nous en tant que gestionnaires de l'infrastructure. Oui. Le fait de donner un exemple qui est très banal, le fait de mettre un dodan, mais un dodan normé, donc ça permet d'obliger le conducteur à réduire la vitesse. Le fait de faire des chicanes, le fait de faire par exemple des carrefours giratoires normés qui donnent la priorité à l'anneau, etc. Le fait de réduire la vitesse, mais en agissant sur l'infrastructure aux abords des établissements scolaires, donc on impacte le comportement des usagers de la route. Et malheureusement, ce qu'on remarque dans pas mal de villes, notamment au niveau national, c'est qu'on a une hétérogénéité au niveau de l'aménagement de l'espace. Et cette hétérogénéité ne permet pas ou bien n'aide pas le conducteur ou bien l'usager de la route à intérioriser un comportement type. Ce qui fait, à chaque fois qu'il est dans une situation, il faut qu'il cherche quel est le comportement adopté. Mais vous, en tant que CNPAC, il nous reste quelques minutes, alors, Est-ce que vous avez les moyens de mettre la pression sur ces autorités, que ce soit les autorités territoriales, en l'occurrence pour l'aménagement des routes, mais aussi... Alors, ce qu'on a fait, et justement là, tu m'as tendu la perche. Mais je vous en prie.
prenez-la. On a élaboré ce qu'on appelle un guide référentiel pour tout ce qui est aménagement de sécurité routière. Et c'est un guide qu'on a réalisé dans le cadre de partenariat avec la Direction générale des collectivités locales du ministère de l'Intérieur, avec la Direction de l'Habitat et de l'Urbanisme et bien sûr avec les directions concernées de notre ministère, le ministère de l'Équipement et du Transport. Aujourd'hui, on est en phase de formation de l'ensemble des ingénieurs et techniciens au niveau municipal. Bientôt, on va faire une formation au bureau d'études et une formation également aux responsables de ce qu'on appelle les agences urbaines qui s'occupent. Parce qu'il faut anticiper au niveau de la sécurité routière. Il faut être proactif. Parfois, quand le mal il est là, donc il faut ramener des mesures curatives. Mais quand on anticipe, avec des mesures préventives, moi je pense qu'on peut faire énormément de gains. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la marge de progrès au niveau national et au niveau de notre continent, il est encore énorme. Rien ne justifie ce nombre de morts qu'on enregistre malheureusement dans notre continent. Et je pense qu'en agissant, c'est pour ça que tout à l'heure, pour mieux comprendre le niveau institutionnel, le management de la sécurité qui doit être placé au niveau de le plus haut de l'État, qui est très très important pour que les décisions se déclinent au niveau territorial. Aujourd'hui, justement, c'est bien d'investir au niveau de la sécurité routière, mais il faut investir correctement. Il n'y a aucune raison, par exemple, que j'investis énormément de milliards de dirhams dans des infrastructures et par après, je serai obligé de reprendre ou bien de faire des corrections. Donc l'infrastructure, à mon avis, elle est extrêmement importante, mais il faut la faire de façon normée et pour avoir une certaine homogénéité au niveau de l'espace. Pour qu'un carrefour giratoire à Marrakech soit la même chose qu'à Tanger, soit la même chose au niveau d'Oujda, soit la même chose au niveau d'Ayoun, au niveau de Dakhla. Donc l'aménagement de l'espace il est extrêmement important. En tout cas, je suis convaincu à mort par rapport à cet aspect-là, le fait de respecter la réglementation et offrir une infrastructure qui est indulgente par rapport à l'erreur humaine. D'ailleurs, en Suède, on parle de forgiving roads. Ça veut dire des routes qui sont indulgentes par rapport à l'erreur humaine. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut que l'État offre un système qui soit indulgent par rapport à l'erreur humaine, parce que l'erreur humaine, il est toujours là. Très bien. On va finir un mot pour chacun, parce que le temps est écoulé. Monsieur Diouf, une dernière recommandation ou peut-être... Je voulais juste revenir sur la chaîne de commandement du management de la sécurité routière. Tout à l'heure, quand on parle de gouvernance du système, moi je décline 3 niveaux. Il y a le portage politique qui peut se faire au niveau le plus élevé, mais qui n'est pas... Comme je dis, le portage politique, il peut être du niveau ministère, mais assez fort. Il peut être au niveau primature et être assez molle. Donc le portage politique, quel qu'il soit, il faut qu'il soit fort. Le signal étant là. Ensuite, l'institution. Il faut une agence routière qui a le mandat et qui a l'autorité. Tout à l'heure, quand il a parlé, oui, qui a l'autorité et les ressources. Lorsqu'il a parlé de l'aménagement, si vous avez le design, le guide, c'est très bien. Et je salue vraiment cette initiative. Mais si cette agence n'a pas l'autorité pour imposer que ça se mette sur le... ça n'aura pas d'effet. C'est ça, en fait, la déclinaison de la chaîne du management en termes de gouvernance. Il faut que les agences aient le mandat et l'autorité et les ressources. Et quand je dis les ressources, c'est à la fois les ressources humaines et les ressources financières. Susana Zamataro, pour clôturer. J'aimerais rebondir surtout, c'est ce qu'on a dit, et revenir d'où on est parti. En tout cas, on sait qui me concerne. Oui, c'est important, je pense qu'on a largement souligné l'importance de l'engagement au plus haut niveau. Mais en fait, il ne faut pas sous-estimer non plus toutes les actions qui se font sur le terrain depuis le bas. C'est ce qu'on a vu, c'est que parfois on a des politiciens qui sont un peu sourds pour différentes raisons. C'est grâce à l'engagement des gens qui sont sur le terrain, des maires, comme vous l'avez vu, Zolek à Mandela qui a perdu sa fille dans un accident de la route, qui font remonter. À la fin des comptes, nos politiciens répondent aux citoyens. Ils sont là parce que les citoyens les ont choisis. Nous, actuellement, pour revenir au Maroc, on a un projet sur les écoles, grâce aussi au guide qui est fait par le CNPAC. On est en train d'impliquer les écoles, les parents autour des écoles, et les professionnels de la route, travailler en système pour fixer l'infrastructure autour de certaines écoles. On a commencé à Casablanca, le projet s'appelle Safe Road, Safe Kids, et on essaye après de faire un scale-up. Le dernier élément, je sais qu'on est vraiment en clôture, quand on parle de priorité,
Les Nations Unies nous disent que d'ici 2050, 7 sur 10 personnes vont vivre dans les villes. Donc on sait exactement, et les chiffres du Maroc nous le confirment, 80% c'est des gens qui marchent et dans le milieu urbain. La priorité est très claire, elle est déjà tracée dans les chiffres. Il faut se concentrer sur les villes et ne pas oublier les villes, le milieu urbain. Et donc travailler pour ça avec les communautés, comme justement M. Boulajou le soulignait tout à l'heure. Susana Samataro, Ibou Diouf et Benasser Belajel, merci beaucoup d'avoir apporté autant d'éclairage dans cette émission d'Éco-Débat, encore une fois consacrée à cette thématique vitale pour une grande partie de notre population africaine. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis et je remercie bien sûr les équipes de Média TV qui se sont déplacées ici à Marrakech pour cette couverture spéciale de ce premier forum africain sur la sécurité routière. Merci à tous de votre fidélité.